Section 6. Les éléments constitutifs d'une infraction. Une infraction, c'est égal à une incrimination plus une peine. Il faut un texte pour pouvoir parler d'infraction. Principe de textualité. Explication. Un texte vient définir le comportement prohibé dont l'obligation est assurée par une peine. Sous-section 1. L'élément matériel. Idée. Alors pour qu'il y ait une infraction, il faut qu'il y ait un comportement, car la seule pensée coupable n'est pas punissable. Explication. Il faut une extériorisation de la pensée infractionnelle. A. Le comportement. Infraction de commission. Acte positif. Le CP prévoit essentiellement la répression de comportements positifs. Explication. La commission le fait de se comporter de telle ou telle façon. Exemple. Si on a volé alors que l'on a soustrait un bien à un autre. Infraction d'omission, acte négatif. Le législateur reproche l'abstention des agents. Par exemple, l'obligation d'omission de porter secours. Pourquoi il y a moins d'infractions d'omission que de commission? Il est plus attentatoire aux libertés individuelles d'interdire un comportement plutôt que l'obliger à se comporter d'une certaine manière. B. Le résultat. Définition. Conséquence du comportement interdit. Explication. Le législateur incrimine un comportement lorsque ce résultat peut être nuisible pour les valeurs sociales essentielles pour une bonne vie en société. Certains comportements, en fonction de leur résultat, troublent l'ordre public. Par exemple, des valeurs essentielles en France, la propriété. Deux types d'infractions. 1. Les infractions matérielles, idée, action a posteriori, punition des infractions portant atteinte à une valeur sociale protégée. Explication. Tant qu'il n'y a pas eu d'atteinte à la valeur sociale protégée, alors l'infraction n'est pas encore consommée, pleinement réalisée. Tempérament. Même si l'infraction n'est pas encore réalisée, il peut quand même y avoir engagement de la répression pénale s'il y a eu tentative d'infraction. 2. Infraction formelle ou préventive. Idée. Action a priori. Punition des comportements en eux-mêmes lorsqu'ils risquent de porter atteinte à une valeur sociale protégée. La volonté du législateur de protéger la valeur sociale en raison de son importance va le conduire à punir certains comportements, alors que même l'atteinte effective à la valeur sociale protégée n'est pas encore survenue. Explication. Engagement de la répression pénale en amont d'une atteinte à la valeur sociale protégée. Punition de tous les comportements qui pourraient porter atteinte à la valeur sociale protégée. Exemple par la mise en danger d'autrui. Prévention des comportements dangereux en eux-mêmes, relais à sens inverse. Punition de son comportement lui-même, car il pouvait exposer autrui à un danger grave. Doctrine. Certains auteurs estiment que les infractions formelles ne sont pas efficaces car elles sanctionnent des infractions n'ayant pas encore eu lieu, ce qui sous-entend que ces infractions n'auraient pas porté atteinte aux valeurs sociales protégées. De l'élément moral, sous-section 2. Article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a un délit en cas de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. L'élément moral ou élément psychologique sert à déterminer si l'infraction telle que prévue par le législateur est intentionnelle, l'élément moral est l'intention, ou non intentionnelle, ou infraction d'imprudence, élément moral d'imprudence. L'article 123 du Code pénal vient déterminer quand il peut y avoir une infraction intentionnelle ou non intentionnelle. Par principe, selon l'article, les crimes sont toujours intentionnels, car sont concernés que les délits et les contraventions. Les délits. En revanche, les délits sont par principe intentionnels, mais la loi peut venir expressément prévoir que tel ou tel délit sera par exception une infraction non intentionnelle. Dans le sens du texte d'incrimination, alors je dois en déduire que le délit est intentionnel. Contravention. La question du caractère intentionnel des contraventions ne se pose pas directement, car l'élément moral est indifférent. Elle résulte du seul caractère matériel de la réalisation. Par exemple, être mal stationné car on était pressé, mais on avait vu le panneau ou que l'on n'ait pas vu le panneau, peu importe, la sanction sera la même. Renta, l'intention. Alors, intention, appelée le dol général par la doctrine, volonté et consciente de connaître un acte que l'on sait de surcroît interdit par la loi pénale. L'intention implique la connaissance de l'interdit pénal présumé, la présomption de connaissance de la loi pénale, on considère que nul n'est censé ignorer la loi, la conscience de l'acte et la volonté de commettre cet acte, et en troisième place, la volonté d'obtenir un certain résultat que l'on sait interdit par la loi.
Par exemple, le vol est une infraction intentionnelle. On condamne celui qui a eu la conscience et la volonté de soustraire la chose d'autrui en sachant que cette chose ne lui appartenait pas. Il avait conscience du résultat, une atteinte à la propriété d'autrui. Il y a une place dans les infractions intentionnelles pour les erreurs de fait. L'auteur du comportement a eu une vision de la matérialité des choses et des circonstances erronées, une représentation inexacte de la réalité des choses. Par exemple, il prenait la chose d'autrui car il pensait que c'était la sienne. On autorise une méconnaissance de l'interdit pénal, mais les conditions sont tellement drastiques pour les éléments légaux et les éléments judiciaires pour reconnaître une erreur sur le droit et se ranger derrière. Par principe, les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé la personne à agir, sont indifférents en droit pénal. Par exemple, le meurtre, peu importe le mobile, on sera pénalement responsable. Mais il y a quelques tempéraments à apporter à ce principe. Le mobile va être pris en compte par les juges. Le mobile peut avoir une influence sur le choix de la peine par les juges. Il y a un principe d'individualisation de la peine. Il va tenir compte de la personnalité de l'auteur, des circonstances de l'acte, etc. Le législateur lui-même va, dans certains cas, prendre en compte le mobile. Lorsque le législateur prend en compte le mobile, on appelle ça un dol spécial. Par exemple, un délit de fuite, c'est égal à le fait de ne pas s'arrêter lorsque l'on sait qu'on a commis un accident. Et le texte précise, dans le but d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale, ça implique que si l'auteur n'est pas arrêté pour une autre raison, il ne sera pas condamné. Le législateur peut aussi peut tenir compte du mobile et va en faire un fait justificatif de l'infraction. Fait justificatif, ça équivaut à lorsque l'infraction a été commise mais qu'elle a été justifiée, on n'engagera pas la responsabilité pénale, cause d'irresponsabilité. C'est donc cause d'irresponsabilité pénale. Derrière cette condition, on retrouve les mobiles, des exemples tels que l'exemple de la légitime défense. A l'inverse, le législateur peut tenir en compte le mobile, mais celui-ci va constituer une circonstance aggravante. Là aussi, on retrouve certains mobiles. Si on discrimine une personne pour son orientation sexuelle ou sa religion, les violences voient leur peine aggravée à cause de mobiles discriminatoires. B. La faute non intentionnelle. La faute non intentionnelle est une faute qui révèle l'infraction, est une infraction d'imprudence non intentionnelle ou involontaire, expression déconseillée car l'acte imprudent peut être volontaire. On n'a pas recherché, il n'y a pas de recherche consciente et volontaire du résultat. On reproche donc la non-prévision du résultat, la négligence. On reproche cette faute car elle a été dommageable, car un individu normalement diligent, vigilant, et avisé n'aurait pas commis une telle imprudence. L'article 121-3 du Code pénal nous précise l'imprudence, c'est qu'en réalité à la fois un comportement, mais ça désigne également l'état d'esprit de la personne, élément psychologique de la personne qui a été imprudent. Alors l'imprudence, la négligence, la maladresse, aussi le manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Faute simple d'imprudence. Mais on trouve en réalité un autre type de faute d'imprudence, les fautes d'imprudence consciente. Cela veut dire que ce sont des fautes pour lesquelles la personne qui a agi ne recherchait pas le résultat causé, mais par contre, elle a néanmoins commis une imprudence consciente en ayant conscience que son comportement comprenait un risque. C'est une prise de risque volontaire. Par exemple, un accident lors d'un dépassement, poursuite pour homicide involontaire, car elle ne souhaitait pas causer la mort d'autrui. Mais si le législateur a considéré que l'homicide involontaire causé par une faute d'imprudence, euh, il fallait qu'il vienne punir plus sévèrement ceux qui réalisent l'homicide sur une imprudence consciente. L'individu savait qu'il faisait courir un risque d'accident. Il vient de faire courir une peine, il vient faire courir une peine plus grave. Mais en outre, cette prise de risque volontaire en elle-même ne cause pas d'accident. Le législateur est venu créer une infraction à titre autonome, mise en danger d'autrui. Dans le délit de mise en danger d'autrui, l'intention morale n'est pas, mais l'élément d'imprudence consciente, article 121-3 du Code pénal, il y a un délit de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. En conclusion, on a une sorte de gradation des fautes. Il y a d'abord la faute d'imprudence, mais le législateur va considérer les fautes d'imprudence conscientes qui vont faire l'objet de peines plus lourdes. Si le risque ne se réalise pas, le législateur a donc prévu une infraction à titre autonome, telle que la mise en danger de la personne d'autrui. Sous-section 3, la peine. A, petit a, enfin grand A, l'évolution de la peine. Le premier code pénal de 1791, marqué par la pensée des philosophes des Lumières et par la volonté de rompre avec les pratiques de l'Ancien Régime, notamment avec une rupture avec l'arbitraire
de l'Ancien Régime, les philosophes ont commencé à avancer que la peine n'avait pas pour vocation simplement de punir, réprimer, pas seulement une fonction répressive. Pour eux, la peine devait être utile à la société et au condamné, qu'elle doit tendre l'amendement du condamné pour viser sa réinsertion. Le code pénal n'a laissé aucun pouvoir d'individualisation du juge. Il y a un principe de fixité des peines. Cela correspond à une pensée rigide qui montrait ses limites. Il y a eu un autre code pénal en 1810. La peine était considérée comme nécessaire mais aussi préventive. On a donc abandonné la fixité des peines pour chaque infraction. Était prévu un maximum et minimum. Proportionnalité de la peine à la faute. Petit 1. À propos de quelques peines disparues. Avec le code pénal de 1791, toutes les peines corporelles, c'est-à-dire les supplices et mutilations qui pouvaient précéder de la peine de mort, ont été bannies. Le Pelletier, dans le Saint-Fargeau, ces spectacles cruels dégradaient les mœurs publiques, sont indignes d'un siècle humain et éclairé. La raison de la philosophie et la philosophie le proscrivent. Le code pénal de 1810 a marqué le retour de la célérité des peines et a réintroduit le retour de certaines de ces peines corporelles amputation du poing, fléciture, etc. Travaux forcés. Il a abandonné également la peine de fer qui existait de 1791 à 1810. Cela consistait à l'exécution de travaux forcés. Cette exécution était réalisée en sachant que les condamnés traînaient à leurs pieds un boulet attaché à une chaîne de fer. Cette peine a été remplacée en 1810 par la peine de travaux forcés. Les condamnés étaient attachés deux à deux et la peine pouvait aller jusqu'à 3 ans, de 3 ans à perpétuité. Jusqu'en 1836, les forçats devaient rejoindre à pied en étant enchaînés les portes de Brest, Toulon ou Rochefort. Une fois là-bas, leur force de travail était utilisée sur les chantiers navals des ports. Après 1836, ils étaient transportés en fourgons cellulaires jusqu'au port. Cette peine a été effectuée par la suite dans les colonies pour effectuer les travaux nécessaires dans le cadre de la colonisation. La loi de 1854 sur la transportation dans les colonies. Pratique du doublage. Pour toute peine inférieure à 8 ans de travaux forcés, une fois l'expiration de ce délai atteint, la condamnation était instrate dans les colonies pour une durée égale à celle de la peine. S'il avait été condamné pour plus de 8 ans, il devait rester dans les colonies à vie. Il fallut attendre un décret de 1938 pour mettre fin à ces transportations dans les colonies, mais du fait de la Seconde Guerre mondiale, le rapatriement des condamnés n'a eu lieu qu'en 1946. Les travaux forcés ont ensuite été exécutés dans les maisons de force avant de disparaître complètement en 1960. Relégation. A été instituée la relégation. Elle pouvait être prononcée à l'encontre des récidivistes. Les récidivistes étaient envoyés dans les colonies pour les durées perpétuelles en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie par exemple. Dégradation civique, prévue par le premier article du Code pénal de 1791, perte de qualité de citoyen français. Elle a été amendée en 1810. On est seulement destitué de certains droits et exclu de certaines tâches telles que les emplois, etc. Le carcan, exposition pendant 2 heures sur place publique, le condamné était attaché par un collier de fer autour du cou à un poteau ou bien il était bloqué dans un panneau en bois. Il avait un écriteau mentionnant nom, prénom, domicile, profession et crime. Le bannissement, elle était sous l'Ancien Régime, puis réinstituée sous le Code pénal de 1810. C'est une peine politique. Cela constituait à résider en dehors du territoire national. Difficulté de mise en œuvre car les autres pays refusaient d'accueillir les criminels. Et enfin, la bonne vieille peine de mort. En 1791, la peine de mort subsiste pour les crimes les plus graves, mais sans torture. La peine de mort a commencé à être exécutée à la guillotine avec un décret de 1792. Le Code pénal a maintenu la peine de mort. Il y avait déjà des débats et des propositions à l'époque qui allaient dans le sens de l'abolition. Il y avait des avancées avec la Constitution de 1848 qui a supprimé la peine de mort, mais uniquement en matière politique. La mort a été la peine de mort définitivement supprimée en 1981 avec les lois Badinter qui était l'ancien garde des Sceaux. Mais il a fallu attendre une loi constitutionnelle de 2007 pour inscrire dans la Constitution, l'article 61-6, l'abolition de la peine de mort. Et également l'existence de traités internationaux avec le pacte, par exemple, le pacte des droits civils et politiques. Inscrit à la CEDH, la France en 2007 a ratifié le protocole additionnel à la CEDH, protocole 13, qui abolit fermement la peine de mort. 2. Peine privative de liberté. Alors le fait de penser que la privation de liberté comme peine est une innovation
du Code pénal de 1791. Jusque-là, les enfermements est totalement faux, puisque jusque-là, les enfermements existaient à titre de mesure de sûreté et étaient également infligés aux détiers, ceux qui ne payaient pas, aux détiers. C'est la République française qui a marqué le point de départ du système pénitentiaire républicain. On a remplacé les peines corporelles par la privation de liberté. Avec la DDHC, la liberté est une valeur suprême. On a pensé à user de la privation de la liberté comme peine. La prison était conçue comme un lieu de punition, mais il y avait dans cette idée d'amendement du condamné par le travail et par l'éducation. Le traitement pénal des mineurs délinquants. Le code pénal de 1810 prévoyait la question du discernement et de la recherche du discernement. À l'époque, la responsabilité pénale était fixée à 16 ans, mais en deçà, on cherchait si le mineur était doué de discernement. Sinon, il devait être acquitté. Toutefois, on pouvait lui infliger des mesures éducatives non pénales, par exemple un placement dans une maison de correction. Si oui, il pouvait engager sa responsabilité pénale, mais pouvait toutefois bénéficier d'une mesure atténuante car il est mineur. Une loi de 1850 a organisé des mesures qui étaient destinées à réinsérer les mineurs dans le travail agricole. Par le travail agricole, on a donc remplacé les maisons de correction par des colonies pénitentiaires qui adoptent un régime sévère en place de des mineurs garçons qui avaient été acquittés ou alors condamnés à une peine assez faible, allant de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement. Ils y effectuaient des travaux agricoles, plus une éducation primaire. Il y avait également des colonies correctionnelles, on trouvait en Algérie et en France, pour les mineurs ayant des peines de plus de 2 ans d'emprisonnement, et également les insubordonnés, c'est-à-dire les rebelles de colonies pénitentiaires. À la sortie, si le mineur n'était pas majeur, il y avait un service de garde assuré par le service public. La loi de 1912 a permis une amélioration du traitement pénal des mineurs, qui est venue décider que les mineurs de 13 ans, de moins de 13 ans, étaient irresponsables pénalement et on ne pouvait prononcer que des mesures éducatives à leur encontre. Il a fallu attendre un arrêt de 1956 de la Chambre criminelle pour qu'il soit décidé que même pour prononcer des mesures éducatives, il faut que l'auteur des faits ait agi avec discernement et volonté. Pour les mineurs de plus de 13 ans, étaient jugés par un tribunal pour les enfants et les adolescents, il fallait qu'ils soient discernants. De 16 à 13 ans, ils bénéficiaient d'une excuse de minorité, mais les plus de 16 ans, l'excuse pouvait être refusée s'ils encouraient la même peine, et ils encouraient la même peine que pour les majeurs. Une ordonnance du 2 février 1945 traitait du droit pénal de fond et de la procédure pour les mineurs. Elle est restée en vigueur jusqu'en 2021. C'est la réforme de l'ordonnance a eu lieu. La donnée naissance, c'est le Code justice pénale pour mineurs, CJPIM. L'innovation de ce code est de créer une présomption de non-discernement et donc d'irresponsabilité pénale pour les moins de 13 ans. Mais les présomptions sont juste des présomptions simples. On peut prouver le contraire. Il n'existe pas de présomption irréfragable en droit pénal. B. L'échelle actuelle des peines. Petit 1, les peines principales de référence. Les peines principales, c'est les peines encourues à titre principal à raison de la commission de l'infraction. Elle est donc nécessairement prévue. Dans l'absolu, elle se suffit à elle-même. Un juge peut la prononcer seul. Parmi ces peines, les peines principales de référence, celles qui permettent dans le code pénal de qualifier l'infraction, il y a les peines concernant les crimes. Lorsqu'on choisit la peine, le législateur a des choix préfixés. Il devra choisir entre la perpétuité, 30 ans, 20 ans, 15 ans. Si on prend le code pénal, on ne peut fixer n'importe quelle peine de réclusion. Le législateur doit se contenter de ces seuils. Le juge peut fixer la peine. Il ne peut pas aller au-delà du maximum légal. En revanche, il peut choisir de prononcer une durée. Par exemple, 17 ans de réclusion criminelle. Pour un crime, le juge peut prononcer une peine inférieure à 10 ans. Il prononce une peine délictuelle pour un crime par leur pouvoir d'individualisation des peines. Alors le législateur a mis un minimum de 10 ans de réclusion criminelle pour un crime. Certains crimes peuvent être punis d'une amende, mais amende prononcée en plus de la réclusion criminelle. À reprendre. Euh, les peines concernant les délits. En matière de délits, les peines de privation de liberté et l'emprisonnement, il y a des seuils, 10 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, 2 mois. Il peut également y avoir une amende, mais pas de seuil fixe. Le maximum ne peut être que 3 750 euros. Et les contraventions.
il peut avoir une amende contraventionnelle lorsqu'elle est de cinquième classe, elle est de 1500 euros, quatrième classe 750 euros, troisième classe 450 euros, deuxième classe 150 euros et de première classe 38 euros. Donc on voit que la différence entre la première classe qui est de 38 euros et la cinquième classe qui est de 1500 euros est énorme. Pour les personnes morales, le code pénal prévoit rien. La peine prévue est la même que pour les autres personnes physiques. Certaines peines sont spécifiques cependant. Par exemple, la dissolution. Le code pénal prévoit que la peine est toujours encourue pour les personnes morales et la peine d'amende. Par exemple, l'article... euh, oui, la peine qui est toujours encourue pour les personnes morales et la peine d'amende. Par exemple, l'article 131-38 du Code civil nous informe qu'il est prévu que l'amende encourue pour les personnes morales corresponde au quintuple de l'amende encourue pour les personnes physiques. Si jamais une peine d'amende n'est pas encourue par le texte pour le crime, alors cet article prévoit que l'amende serait maximum d'1 million d'euros. Et 1 million d'euros, c'est beaucoup. Alors, deux, peine principale alternative. La peine principale alternative, c'est une peine principale car elle peut être choisie par le juge pour sanctionner, mais elle est alternative car elles ne sont pas prévues par les textes d'incrimination lui-même, mais prévues une fois pour toutes dans, dans la partie générale du Code pénal. Ce sont des peines encourues non seulement en matière correctionnelle pour les délits ou pour les contraventions de cinquième classe. On trouve dans ces peines en matière correctionnelle les travaux d'intérêt généraux, les peines de jour amende, les sanctions réparation, les peines privatives ou restrictives de droit, par exemple la suspension de permis de conduire ou l'annulation l'annulation ou la confiscation d'un objet tel qu'un véhicule, l'interdiction d'émettre des chèques ou encore l'interdiction de fréquenter certains lieux. Et la DDSE a créé une loi de 2019 qui est entrée en vigueur en 2020 en matière de contravention. Ce sont des peines privatives ou restrictives de droit. Ce sont quasiment les mêmes qu'en matière correctionnelle. Pour les personnes morales, il y a également des peines privatives et restrictives. 3. Les peines complémentaires. Les peines complémentaires, c'est une peine qui vient s'ajouter à la peine principale. Elle concerne toutes les infractions, les crimes, les délits ou encore les contraventions. C'est le législateur qui vient prévoir dans les peines complémentaires, mais à la différence des peines alternatives, c'est le législateur lui-même qui doit le prévoir alternativement pour chaque type d'infraction spéciale, figure dans la partie spéciale du Code pénal. Le juge ne peut pas prévoir de prononcer une peine complémentaire qui n'est pas prévue pour telle infraction. Le pouvoir d'individualisation du juge est très grand, puisqu'il a une disposition dans le Code pénal qui vient prévoir que le juge pourrait décider de choisir une peine complémentaire qu'il prononcerait seul, c'est-à-dire à titre principal.